Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, bienvenue dans votre podcast quotidien. Nous sommes vendredi 15 novembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour et merci d'être à l'écoute à la une aujourd'hui. Qui a dit que la construction était réservée aux garçons ? Mbuild et Constructive entendent bien prouver le contraire. On leur tend les bras, venez nous rencontrer, on évolue. On espère que la campagne rencontrera le succès car la Belgique est en perte de croissance économique, comme le déplore Act for Wallonia. Je pense qu'au-delà de ce qui se passe chez les autres, ce qui est important, c'est les décisions qui doivent être prises aujourd'hui. Si vous êtes amateur de hockey belge, de nouveaux résumés vidéo vont être diffusés. Côté bourse, l'expert se tourne vers les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et enfin, retrouvez Itinéra pour une critique du problème de l'endettement belge. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Les patrons wallons s'inquiètent, 7 sur 10 redoutent l'impact des mesures protectionnistes de Donald Trump qui viennent s'ajouter à une faible croissance économique et à une perte de compétitivité par rapport aux pays des BRICS et à nos voisins européens. Frédéric Panier est administrateur délégué pour Act for Wallonia et énumère les craintes du secteur. Quand même plusieurs éléments négatifs qui s'ajoutent. On a discuté effectivement des mesures de l'administration Trump qui vont négativement impacter la demande vers les États-Unis. Il y a également de notre côté en Europe des problèmes de compétitivité par rapport aux BRICS et notamment à la Chine. Et puis en Belgique et en Wallonie plus spécifiquement, des problèmes de compétitivité par rapport à nos voisins. Malgré tout, les entreprises misent sur l'innovation et sur des niches à haute valeur ajoutée, comme le souligne Axel Boitel, le président d'Act. Ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'investissement vers de l'automatisation, vers de la robotisation. En ceci, on est aidé par l'émergence des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation. Et donc, c'est une mesure aussi que prennent les entreprises pour pouvoir agir par elles-mêmes directement sur les coûts du travail qui sont particulièrement élevés en Belgique. Z sur 7 à la une. On le sait, le domaine de la construction reste majoritairement masculin. Pour tenter de renverser la tendance, Mbuild, Wallonie et Constructive s'associent pour lancer la campagne « La construction et filles ». Ainsi, pour attirer davantage de femmes dans le secteur, 66 entreprises de construction ajoutent « et filles » à leur logo. Pierre-Paul Yerles, directeur de Constructive Wallonie, nous en dit plus sur cette initiative. Cette campagne arrive maintenant pour vraiment casser les préjugés que l'on peut avoir sur le secteur de la construction. On se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui sont dans le secteur de la construction à tous les niveaux d'emploi, que ce soit au niveau des chefs d'entreprise, d'où cette action ici, mais aussi au niveau des employés. 40% de femmes sont employées dans le secteur. Par contre, au niveau des ouvrières, il y a encore un gros travail à faire puisque près d'1% seulement de femmes sont ouvrières dans le secteur. Avec 6000 postes vacants en Wallonie, le secteur mise sur l'innovation et des conditions de travail attractives pour attirer de nouveaux talents. Hugues Kempeneers, directeur général d'Mbuild de Wallonie, explique les motivations de la campagne. On ne construit plus de la même manière, on innove très fort et donc les métiers sont de moins en moins pénibles. Je prends comme exemple un exosquelette. Aujourd'hui, un peintre ne passe plus ses journées les bras en l'air à peindre le plafond. Il a des exosquelettes qui viennent l'aider, ce qui fait que la pénibilité des métiers est de moins en moins forte et donc des profils qui n'étaient peut-être pas intéressés par le secteur de la construction, aujourd'hui, on leur tend les bras en disant on évolue et venez nous rencontrer pour justement remplir les 6000 postes qui sont aujourd'hui ouverts en région Wallonie. Les besoins sont considérables pour atteindre un parc immobilier zéro émission d'ici 2050 en Wallonie. Il faudrait rénover 20 logements par heure. Actuellement, 6000 postes sont à pourvoir et 28 000 recrutements supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030. Z sur 7 à la une.
Le hockey belge adopte l'intelligence artificielle. Plus besoin de caméraman, des algorithmes filment les matchs, suivent la balle et génèrent automatiquement des résumés. Depuis septembre, la plupart des clubs de Division 1 utilisent cette technologie. Cédric Deleuze, président de la Top Hockey League, se félicite de cette évolution. On peut voir l'ensemble des matchs de DH et passer d'un match à l'autre comme dans le cas d'un multiplex de football. Première chose. Deuxième chose, ces caméras basées sur l'intelligence artificielle permettent de générer automatiquement des highlights et des résumés. Et troisième chose, c'est que ce système est à disposition des clubs pour leur école des jeunes et permettre aussi de filmer leurs jeunes et de générer des résumés. Face à la flambée des droits TV dans le football, Proximus, vous et Telenet ont cessé de diffuser les matchs de hockey l'année dernière. En réponse, la Top Hockey League a investi 500 000 € dans ce projet d'IA, attirant déjà 5 500 membres et générant 2 500 vues par résumé. La prochaine étape consiste à monétiser ces contenus via des publicités courtes ou un nouveau sponsor. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme tous les jours dans votre podcast, nous retrouvons maintenant l'expert boursier pour une analyse des marchés financiers. Olivier Gaillardin de BNP Paribas Fortis évoque les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Cette publication semble indiquer que le marché de l'emploi reste malgré tout porteur. Alors tout à fait, c'était vraiment les chiffres à regarder aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On le sait, le marché de l'emploi, c'est un élément qui est primordial à regarder depuis quelques semaines. Et ces chiffres se sont établis à 217 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc c'était meilleur qu'attendu. C'est franchement une nouvelle plutôt positive, tout simplement parce que ça montre que le marché de l'emploi se normalise, mais ne ralentit pas trop fortement. Et donc, ça crédibilise complètement ce scénario économique de soft landing aux États-Unis. Alors, l'autre élément qui est important, c'est vraiment cette normalisation du marché de l'emploi. C'est important pour l'inflation parce qu'on veut évidemment éviter qu'il y ait de nouveau des hausses de salaire trop importantes. Nous approchons doucement du terme de la saison des résultats du 3e trimestre et il est déjà possible de tirer des conclusions. Je dirais qu'il y a vraiment un élément marquant à retenir, c'est qu'encore une fois, comme au niveau du dynamisme économique, les États-Unis ont fait nettement mieux que l'Europe. On a pour le moment plus ou moins 85% des sociétés qui ont publié leurs résultats aux États-Unis, donc au niveau du S&P 500, cet indice des 500 plus grandes valeurs. Et on a à peu près 75% des sociétés qui ont publié des résultats meilleurs qu'attendus, avec une croissance des bénéfices par action de 7%. Quelle est la situation européenne ? En Europe, pour le moment, on a à peu près 75% des sociétés qui ont publié leurs résultats. 60% ont publié des meilleurs résultats qu'attendus. Mais par contre, la croissance des bénéfices par action, elle, est négative et s'affiche à moins 2%. Alors, on a quand même eu des nouvelles positives aujourd'hui au niveau européen, notamment avec les très bons résultats de Siemens, mais également une confirmation des perspectives de croissance et de la guidance d'ASML Holding, cette société active dans les semi-conducteurs qui a été quelque peu chahutée malgré tout ces dernières semaines. Après, le point d'orgue, évidemment, de cette saison des résultats, ça sera la publication des résultats de Nvidia. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean Hendricks d'Itinéra. La dette publique mondiale continue de croître et la Belgique n'échappe pas à cette tendance. Avec une dette de 55 000 € par habitant, elle est la plus élevée d'Europe, surpassant des pays comme le Danemark et leurs 25 000 €, l'Allemagne qui est à 35 000 € ou la France avec 50 000 €. Ce niveau d'endettement s'accompagne d'une pression fiscale élevée, atteignant 55% contre seulement 25% aux États-Unis, où la dette par habitant s'élève pourtant à 100 000 €. Première question, quelle est la situation belge ? La situation belge est un peu paradoxale en matière de dette, car nous sommes en fait un des pays les plus endettés d'Europe par habitant et aussi un des pays qui taxe le plus en Europe. Donc en 2023, les différents niveaux du pouvoir de notre pays ont dépensé ensemble 280 milliards d'euros, ce qui représente près de 55% du PIB. Contre 50% dans l'Union européenne, des 27. La prochaine législature verra nos gouvernements face aux plus grands défis budgétaires depuis les années 80. Notre dette publique consolidée est autour de 105% du PIB et à politique inchangée, cette dette devrait atteindre les 130% du PIB en 2030.
Cela représente plus du double de la dette publique autorisée dans le cadre du traité de Maastricht de 1992, traité préalable à la création de la zone euro. Notre déficit public actuel est aussi proche du double du seuil de 3% requis par ce même traité de Maastricht. Pour illustrer concrètement la dynamique de la dette, un déficit de 6% du PIB, comme observé aujourd'hui, associé à une croissance nominale du PIB de 3%, conduit à terme à une dette proche de 200% du PIB. En rapport à notre PIB, nous sommes, après la Grèce, l'Italie et la France, le pays le plus endetté d'Europe relativement à son PIB. Mais si on calcule la dette par habitant, c'est bien les Belges qui sont les Européens les plus endettés, avec une dette par habitant record de 55 000 €. Ce sont aussi les Belges qui sont les plus taxés d'Europe. Deuxième question. Y a-t-il une prise de conscience ? Il n'y a pas véritablement de prise de conscience de cette problématique en Belgique, où on taxe beaucoup et on s'endette beaucoup. Notre dette publique est une dette consolidée entre l'État fédéral et les entités fédérées. Au niveau fédéral, la dette est principalement alimentée par le déficit de notre sécurité sociale. Et au niveau des régions, les situations budgétaires wallonnes et bruxelloises sont bien plus alarmantes que la situation budgétaire de la Flandre. Ainsi, si l'on exprime par rapport aux recettes totales cette fois-ci, la dette wallonne est de l'ordre de 5 fois ses recettes totales, comparée à la dette flamande qui représente 50% des recettes totales. La plus grande surprise est que le changement de majorité politique en Wallonie n'a pas modifié la trajectoire budgétaire. Concrètement, le nouveau budget wallon de 2025 affiche un déficit comparable de 3 milliards à celui du budget de 2024. Ce déficit représente de l'ordre de 16% des recettes totales de la Wallonie. Un déficit identique à celui de 2024. À ce rythme, la dette wallonne continuera à doubler au cours d'une simple législature de 5 ans. Cela nous semble déraisonnable et irresponsable. Côté flamand, l'effort budgétaire se fait un peu à l'envers. On réduit les dépenses d'investissement dans les bâtiments scolaires en n'indexant pas les budgets pour pouvoir maintenir la revalorisation des dépenses de personnel, alors que la Flandre a déjà un taux d'encadrement des enseignants plus favorable que la moyenne européenne. Poétiquement, c'est plus facile de réduire l'investissement que les dépenses ordinaires. Les bâtiments scolaires ne vont pas se mettre en grève. Troisième question. Comment expliquer une telle complaisance face à la dette ? Cette complaisance envers notre dette est entretenue par 3 faits marquants. Le premier est la dissonance cognitive, on préfère ignorer. Le deuxième est la démagogie politique. On refuse d'annoncer des plans d'économie, même si ces économies sont des économies intelligentes. C'est impopulaire. Et le troisième fait est le mythe du déficit. Ce mythe du déficit repose sur le courant de pensée appelé la théorie monétaire moderne, selon laquelle, lorsque l'État est en déficit, il peut créer de la monnaie et se renflouer ainsi, évitant tout défaut souverain. Cette théorie présuppose que l'État dispose du monopole de création de sa monnaie, comme les États-Unis par exemple. Il ne peut donc faire faillite, à moins de le vouloir, ou de s'endetter dans une devise étrangère qu'il ne contrôlerait pas. Cette politique ne s'applique donc pas vraiment aux pays de la zone euro. Cette politique repose aussi sur un déni et la tentation de répudier sa dette. Trump en est la parfaite illustration lorsqu'en 2016, il déclarait qu'il était le roi de la dette et que sa solution pour réduire l'endettement consiste à renégocier la dette avec les créanciers en leur disant « Désolé, mais compte tenu de la mauvaise conjoncture, je ne vais pas pouvoir vous rembourser qu'une partie de votre dette. » C'est une solution qui, en définitive, convient à répudier sa dette en faisant payer par les autres ses propres engagements. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de votre Z-Podcast. Avant de nous quitter, retrouvez le CCB pour le conseil du jour. Pensez à sauvegarder. À bientôt sur votre plateforme de podcast préférée. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Un des éléments clés du niveau de base des Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique est la réalisation de sauvegardes régulières. Les sauvegardes sont essentielles pour éviter la perte de données. Qu'il s'agisse de données d'entreprise, de fichiers personnels ou de documents importants, une sauvegarde protège contre les événements inattendus tels que les pannes de matériel, les cyberattaques ou les erreurs humaines.
La conservation de sauvegardes hors ligne, par exemple sur un disque dur externe ou un autre support physique, offre une protection supplémentaire contre les menaces externes, telles que les virus et les logiciels malveillants qui peuvent également infecter les sauvegardes connectées. En effectuant des sauvegardes hors ligne, vous vous assurez de toujours disposer d'une copie sûre et récente de vos données, même si les systèmes principaux sont affectés. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.